Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Les visiteurs du soir, c'est de 22 h jusqu'à minuit. On quitte la Russie, on revient en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a créé la polémique en se prononçant dans une interview au Figaro contre la limitation dans le temps du mandat présidentiel. Il a été accusé de vouloir modifier la Constitution pour qu'Emmanuel Macron puisse rester au pouvoir en 2027. Il s'est rattrapé ensuite en disant qu'on ne change pas les règles en cours de match, que sa suggestion ne concernait pas l'actuel locataire de l'Élysée. Néanmoins, la durée du mandat présidentiel reste un sujet de débat. Tout le monde le sait, ça fait partie des pistes de réflexion pour la future réforme institutionnelle voulue par Emmanuel Macron. J'ai donc invité Mathilde Heitzmann-Patin, professeure de droit constitutionnel à l'Université du Mans. Pierre Steinmetz, vous avez été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue parlementaire et l'auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir. Et Paul Cassia, professeur de droit à l'Université Panthéon-Sorbonne. Il y a également Guillaume Bernard qui est avec nous en duplex, spécialiste des institutions. Vous enseignez à l'Institut catholique de Vendée. Alors je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à l'Élysée, qui a voulu limiter à 2 le nombre de mandats successifs du président de la République. Il était plus démocratique, disait-il, que le chef de l'État ne puisse pas se faire réélire à l'infini. Richard Ferrand trouve au contraire que ça a corseté notre vie publique et l'expression de la volonté populaire. On ne peut pas voter pour un président qui sort de 2 mandats successifs, même si on en a envie. Alors Pierre Steinmetz, vous étiez au Conseil constitutionnel quand on a changé la Constitution en 2008. Qu'est-ce que vous en pensez avec le recul ? Pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut préciser deux choses pour éviter les confusions. Le premier, c'est que la limitation du nombre de fois où on se présente, ce n'est pas la limitation du choix des électeurs. La limitation est indirecte. Et donc, le sujet doit être traité en tant que tel. Parce que des limitations, il y a des conditions d'âge, de nationalité. Aux États-Unis, il faut être né aux États-Unis. En d'autres temps, il y avait une limite censitaire, etc. Donc, il faut prendre la limitation en tant que telle. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas confondre la limitation du nombre de mandats et la limite d'âge. C'est vrai que l'expérience Roosevelt a montré que ça pouvait se cumuler. Mais ce sont 2 choses différentes. Et donc, si on parle des avantages et des inconvénients de la limitation du nombre de mandats, combien de mandats, c'est une question en soi avec ses avantages et ses inconvénients. Mathilde Heitzmann-Patin. Alors, je pense qu'il faut revenir, vous avez mentionné Nicolas Sarkozy et la raison pour laquelle il a présenté cette réforme. C'était aussi, de son point de vue, pour qu'un président qui fait son second mandat, s'il en fait un, ne soit pas un président candidat, un président en campagne, mais un président-président. Donc ça, c'est un des arguments qui peut être mis en avant sur la limitation du nombre de mandats consécutifs pour pouvoir se consacrer à sa fonction et non pas à la candidature. Et il y a aussi, évidemment, la question du renouveau démocratique. Et ça, je voulais mentionner, on ne l'a pas évoqué encore, mais le fait que dans les réformes constitutionnelles qui ont été présentées sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas vu le jour, il y avait cette volonté de limiter à 3 le nombre de mandats consécutifs pour les parlementaires et les exécutifs locaux. Et c'était présenté comme une volonté de renouveau démocratique. Donc finalement, il faudrait que la démocratie soit renouvelée, donc qu'on limite, même indirectement, le choix des électeurs pour permettre un renouveau démocratique. Ce sont les 2 arguments présentés pour une limitation. Mais par ailleurs, on sait bien qu'à chaque fois, ça va dans les 2 sens, puisque parmi les adversaires du fait que le mandat ne puisse pas, il puisse pas y avoir plus de 2 mandats successifs, ils disent que pendant le 2e mandat, ce que l'on vit aujourd'hui avec Emmanuel Macron, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de chef pour la majorité, puisqu'ils savent que Emmanuel Macron ne va pas se représenter à la fin de son mandat, donc il y aurait un problème d'autorité du président. Ça va à l'inverse de l'argument qui était justement celui de Nicolas Sarkozy. On voit bien qu'à chaque fois, c'est dans les 2 sens. Alors, oui et non, parce que l'idée de Nicolas Sarkozy, c'était que le président ne cherche pas à se faire réélire. Donc, il se consacre... il se consacre entièrement, mais les autres le soutiennent-ils encore ? Le président n'est pas censé être le chef de la majorité dans le fonctionnement normal des institutions. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, avec
la composition de l'Assemblée nationale, de toute façon, ça ne peut plus fonctionner comme lors de son premier mandat. Arnaud Benedetti. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'histoire. Et on a un historique de présidents qui ont fait 2 mandats dans le cadre de avec la possibilité éventuelle de pouvoir renouveler leur mandat. Ces 2 présidents, c'est le général de Gaulle, qui avait été élu en 1958, alors avec un autre, évidemment, corps électoral, puis élu au suffrage universel direct en 1965, et François Mitterrand, élu en 81 et renouvelé en 88. Alors, bien évidemment, on pourra toujours considérer que le paramètre de l'âge a vraisemblablement peut-être affaibli le second mandat des 2 présidents, mais on constate néanmoins que ces 2 mandats ont été des mandats difficiles, tant pour le général de Gaulle, avec les événements de 1968, puis après la démission suite au référendum de 1969, que pour François Mitterrand. Donc, si vous voulez, la question de l'efficacité que l'on prête à un mandat qui pourrait être renouvelé de manière quasi illimitée si les électeurs en faisaient le choix, ne me paraît pas forcément répondre, au regard de ce que l'on sait de l'histoire, au principe même d'efficacité. Ensuite, il y a un autre sujet qui, à mon avis, est un sujet qui va au-delà des questions constitutionnelles, qui est un sujet sociopolitique. C'est que nous ne vivons plus tout à fait dans la même société que la société qui a été celle qui a présidé à l'élaboration de la Constitution de 1958 et même à l'exercice des mandats de François Mitterrand dans les années 80. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un taux d'abstention très fort. On a des opinions publiques qui jugent de plus en plus sévèrement leurs hommes politiques et leurs dirigeants. On voit que depuis 2007, la génération qui est née après-guerre et qui a dû habiter le costume présidentiel, qui avait été quand même, il faut être clair, tissé pour la personnalité du général de Gaulle avec un charisme, un capital historique qui était très différent de ses successeurs, que finalement cette configuration-là ne correspond peut-être plus, quand on regarde encore les études d'opinion, à ce qu'attendent les Français. Donc finalement, cette idée d'avoir la possibilité de renouveler des mandats présidentiels si finalement les électeurs et les électrices en décidaient, est-ce que c'est une idée qui correspond à la sensibilité collective du moment ? Et ça, je pense que c'est la vraie question, et c'est la question à laquelle on se heurte lorsque on évoque ce sujet. On va en parler, Paul Cassia. Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ce qu'a dit Richard Ferrand, qui est l'objet de notre présence ce soir. Il a dit qu'il était contre la limitation de l'expression du peuple français dans sa souveraineté, et il a donné 2 exemples à cet égard. Le cumul dans le temps du mandat de président de la République et le cumul du mandat de parlementaire et de maire ou de président du conseil départemental. Il avait l'intention d'y arriver aussi. Alors, d'abord, ce qu'il a dit est contradictoire avec ce qu'il a fait. Puisque quand il a été député socialiste, il a voté à 2 reprises, j'ai vérifié, il a voté à 2 reprises contre le cumul du mandat de parlementaire et de maire ou président de conseil général départemental. C'était en 2014. Hein. C'était en 2014. Donc il peut avoir changé d'avis, mais en tout cas, comme député socialiste, il avait une opinion tout à fait contraire. Ensuite, le débat qu'on a ce soir, c'est un débat qui est récurrent. Ça fait 30 ans que c'est le même et que des opinions diverses s'expriment. Et le Constituant a tranché, vous l'avez rappelé, et vous avez dit que c'était Nicolas Sarkozy qui était l'auteur de cette réforme. C'est à la fois vrai et faux. Nicolas Sarkozy, quand il a présenté le projet de révision constitutionnelle à Épinal en 2007, a dit est-ce qu'il faut limiter ou pas dans le temps le mandat du président de la République ? Et il a laissé la question ouverte. Il n'avait pas d'opinion personnelle sur ce sujet. Et bon, la Constitution a été modifiée telle qu'elle est aujourd'hui, mais ce n'est pas lui véritablement le père de cette modification. Mais il l'a vraiment défendu et endossé, parce qu'il a défendu cette décision comme si elle était la sienne. Le pacte de la réforme de 2008, dans laquelle figurait effectivement cette limitation, qui est justifiée par ce qu'a rappelé Mathilde il y a un instant, l'idée de renouvellement démocratique. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que cette modification, finalement, c'est la première fois qu'on va l'expérimenter grâce à Emmanuel Macron. Et puisque c'est la première fois qu'un président en exercice ne sera pas en capacité, non pas physique, en tenant à l'âge, mais tenant à la Constitution, de se représenter. Eh bien, je pense que c'est important de voir qu'on ait ce recul, cette première expérience, pour pouvoir juger de l'opportunité de modifier la révision de 2008.
Et effectivement, de toute façon, comme l'a dit Richard Ferrand, alors peut-être un peu pressé par la polémique, il n'est pas question de changer les règles du jeu, ce que n'avait pas fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy à ce moment-là, c'était pour ça rentrait en compte uniquement après. Guillaume Bernard. Écoutez, moi je dois dire que je suis assez étonné par cette défiance ambiante qui s'exprime vis-à-vis des électeurs et du peuple. Moi, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait être favorable à la remise en cause de la révision de 2008. Une première raison qui est plutôt politique. Je crois que pour qu'une politique soit préparée, mise en œuvre et pour qu'on en voit les fruits, il est nécessaire qu'il y ait un temps suffisamment long qui soit accordé aux hommes politiques. C'est la première des raisons. Et puis, il y a une deuxième raison plus juridique. C'est tout simplement la question de la démocratie. Au nom de quoi empêcherait-on les Français, les électeurs, de décider qu'ils veulent réélire plus de 2 fois de suite un président de la République? Je crois qu'il y a quand même un enjeu quant à la définition de ce qu'est notre démocratie aujourd'hui. Sommes-nous vraiment dans un régime authentiquement démocratique ? Ce que je vais dire en quelques mots, évidemment, va apparaître pour les éminents constitutionnalistes qui sont sur le plateau extrêmement basique, mais je ne suis pas certain que nos concitoyens en soient conscients. Et donc, c'est pour ça que je vais le dire en quelques mots. Lorsque les électeurs votent, dans notre système démocratique d'aujourd'hui, lorsque les électeurs votent, ils n'expriment pas des idées, ils ne font pas des choix politiques, ils ne font que désigner des représentants qui, eux, vont exercer la volonté générale en leur nom. Et c'est ça le cœur du problème. C'est que dans notre système démocratique d'aujourd'hui, la démocratie directe est extrêmement dévalorisée. Le personnel politique n'aime pas le référendum, encore moins le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, appelons-le comme on veut. Le personnel politique déteste l'idée du mandat impératif. Or, s'il y a bien un certain nombre de mesures qui pourraient permettre de rendre du goût à nos concitoyens dans la politique et dans le débat politique, eh bien, ce serait de telles mesures, le mandat impératif, la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire. Et cette défiance vis-à-vis des électeurs qui ne pourraient pas réélire plus de 2 fois un président de la République s'inscrit dans la même idée, dans la même défiance qu'il y a dans ce rejet de la démocratie directe. Pierre Steinmetz. Oui, c'est ce que je craignais, c'est-à-dire on part sur le débat sur la démocratie. C'est pourquoi limiter le nombre de mandats à 2 ? Parce que précisément les électeurs ont décidé ça en révisant la Constitution pour limiter. Ce n'était pas le cas avant, c'est maintenant le cas après. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que pour le bien du pays, il est préférable d'avoir un nombre de mandats limité ou pas ? Comme le disait M. Benedetti, les circonstances changent éminemment, et par ailleurs, le nombre des mandats n'est qu'un élément au sein d'une situation qui est éminemment multifactorielle. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde voit, je veux dire, en plus, l'unanimité est quelque chose d'à la fois admirable et d'extraordinairement changeant. Mais aujourd'hui, la mode, c'est de dire début du 2e mandat, ça y est, c'est fini. Bon, personne n'a dit ça pour Obama. Son 2e mandat, il n'était pas mort quand il a été élu la 2e fois. Aujourd'hui, on pourrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qui a affaibli le président de la République ? C'est qu'il est au début de son 2e mandat et que ça le gêne. Ça, certainement, c'est un élément. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de majorité ? Oui. C'est un élément qui me paraît autrement plus intéressant. Alors, du côté des 2 mandats, il y a la continuité, la non-limitation des mandats. Il y a effectivement la possibilité de mener une politique dans la durée, et c'est un avantage considérable. Il y a le fait que celui qui se présente a une expérience et qu'il y a un certain nombre de bêtises qu'il ne refera pas. Et donc, c'est un avantage également considérable. D'un autre côté, il y a l'usure du pouvoir. C'est quelque chose qui existe. Et puis, il y a le fait que, au fur et à mesure que vous prenez des positions,
vous êtes prisonnier de vos positions. Pour prendre un exemple qui fâchera personne, j'ai pu rentrer dans mon bar à Matignon en 1976. J'ai été son collaborateur au CSUG d'abord, puis à son cabinet, jusqu'à 81. Lorsqu'il est rentré en 76, c'était fondamentalement un universitaire. Certes, ce n'était pas un poulet de l'année, il avait été directeur de cabinet de Jeannet, il était vice-président de la commission, mais intellectuellement, il avait une ouverture totale. Et à chaque fois, prenait une décision, il fermait des portes. Et à la fin, vous vous trouvez avec effectivement une limitation de votre capacité de décision. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui balance les deux autres. Ce n'est pas univoque, si vous voulez. Et il y a si vous l'idée... voulez, la limitation du nombre des mandats, c'est d'une certaine façon une façon d'échapper au blocage. En gros, c'est le changement dans la continuité de Giscard, si vous voulez. C'est aussi... l'alternance, c'est l'alternative à l'alternance. C'est aussi, dit-on, il y a l'idée que ce sont les despotes qui se font réélire à l'infini, c'est-à-dire Xi Jinping, Poutine, Erdogan, et que dans les régimes un peu présidentialistes, comme le nôtre, comme celui des Américains, il faut... dans les régimes où le président a beaucoup de pouvoir, et bien effectivement, il faut une respiration démocratique, une transition démocratique, et donc on limite le nombre de... Ce qu'on ne fait pas, par exemple, en Allemagne. Angela Merkel a fait 4 mandats, je crois, c'est ça. En tout cas, elle est restée 16 ans au pouvoir, ce qui n'est plus possible dans les régimes présidentiels. Il fut un temps, aux États-Unis, comme en France, Roosevelt est resté 12 ans au pouvoir. Il aurait dû rester 16 ans s'il n'était pas mort au début de son 4e mandat. Oui, sauf qu'il y a eu une modification constitutionnelle aux États-Unis. C'est le 22e amendement. Et à partir de 1947, le Congrès a limité le nombre de mandats. Parce que Roosevelt l'était resté trop longtemps. Ce qui est très intéressant historiquement aux États-Unis, c'est que George Washington, qui avait la possibilité de faire un 3e mandat, a refusé de faire un 3e mandat à l'époque parce qu'il considérait que c'était d'une certaine manière contredire l'engagement qui était le sien. Les États-Unis s'étaient battus contre une monarchie. Donc, si vous voulez, il y a une question de culture politique qui est extrêmement importante. Et ce que vous dites, en effet, sur la comparaison avec l'étranger, me paraît absolument décisif aujourd'hui. C'est que quand on regarde la situation dans les autres démocraties libérales, nous sommes en permanence avec des mandats qui sont quand même limités pour ce qui concerne le chef de l'État, en tout cas pour le président. C'est le cas aux États-Unis notamment. Donc je crois que ça, c'est une différence fondamentale. Alors Guillaume Bernard, c'est limiter le choix des électeurs ou c'est limiter les ambitions du despote potentiel qui aurait dans la tête de tout chef d'État ? Écoutez, d'abord, c'est évidemment limiter la possibilité des électeurs de choisir ce qu'ils veulent, mais je ne vois pas en quoi le changement de personne qui incarnerait le pouvoir serait un gage de réussite. Ce serait considéré que parce que, eh bien, on a remplacé Charles de Gaulle par Georges Pompidou, il n'y a pas eu de continuité. Bon, il peut y avoir une continuité avec la même personne ou avec une autre personne. Donc, je crois qu'il y a un élément de stabilité qui doit être dans l'État, ce que dans l'ancien droit on appelait le principe de la continuité de la couronne, eh bien, qui mériterait d'être pris en considération dans le cadre de la fonction de chef de l'État. Et donc, par principe, vouloir limiter la durée au cours de laquelle une même personne va assurer eh bien, la fonction régalienne par essence, ça ne me paraît pas être compatible avec eh bien, les nécessités du bien commun, avec le fait qu'il y ait une continuité dans une politique publique. Mathilde, ce matin. Je pense vous avez mentionné un certain nombre de présidents et de chefs d'État. Le problème de ce type de questions, et vous l'avez introduit ainsi en parlant de Richard Ferrand, c'est que finalement, on va se poser la question dans un cadre particulier, dans un contexte particulier, avec des personnalités politiques en place au pouvoir. Et donc, il faut faire très attention de distinguer la question que l'on se pose et la réponse à y apporter des personnes qui exercent le pouvoir actuellement. Et ça, c'est la difficulté de ce type de problématique, parce qu'il ne faut pas transformer le débat en « est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se représente ou pas ?» Non, ça a été écarté. Oui, mais finalement, on y revient. Angela Merkel a exercé beaucoup le pouvoir, on a parlé des autres présidents, on a parlé de régime autoritaire, et donc on revient sur de l'intuitu personné. Après, sur la
Bon, je ne maîtrise pas le régime allemand comme le régime français, mais je ne suis pas sûre qu'Angela Merkel ait très peu de pouvoir, ait eu très peu de pouvoir à l'époque où elle... Mais ce sont des coalitions, c'est différent. Et là, aujourd'hui, en France, on a un président qui ne fonctionne pas, en tout cas le régime ne fonctionne pas comme il fonctionnait lors de son premier mandat. Donc, il faut faire, juste pour mentionner qu'il faut faire attention au contexte. On ne parle pas d'Emmanuel Macron, sauf s'il se représentait 5 ans après avoir quitté le pouvoir. Ça, c'est Et différent. auquel cas, la question se pourrait se poser pour lui. Effectivement. Il n'y a pas que la question de la limitation du nombre de mandats qui se pose, il y a aussi la durée du mandat, puisque Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il était favorable à plutôt 7 ans. On sait que c'est un débat qui revient en permanence, et depuis qu'on est passé à 5 ans, on se dit, mais on avait peut-être tort, peut-être que c'était mieux 7 ans, parce qu'à l'époque, le président était au-dessus de la mêlée, il était l'arbitre, et qu'à partir du moment où son mandat a été réduit à 5 ans, il s'est retrouvé une espèce de super Premier ministre. Arnaud Bénédicte. Oui, alors la difficulté, si vous voulez, que le quinquennat a accéléré le rythme électoral, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans le débat politique. Dès le lendemain de l'élection présidentielle, on est quasiment dans un concours où un certain nombre de personnalités politiques se préparent à la future élection. Donc, si vous voulez, ce raccourcissement de la durée politique, en effet, ne permet pas forcément un exercice serein du pouvoir. C'est la vraie question. Est-ce que finalement le passage du septennat au quinquennat a, d'une certaine manière, abîmé l'efficacité de l'action politique, ou en tout cas la contrainte? On peut véritablement se poser la question depuis finalement 2002. On voit bien que le mandat de Jacques Chirac a été, surtout que c'était un second mandat, après une cohabitation, a été un mandat profondément contraint par le quinquennat. D'où l'idée de certains, je crois que c'est M. Bertrand qui propose, lui, un septennat non renouvelable. La difficulté aussi, c'est, j'allais dire, les contre-pouvoirs. Parce qu'en fait, quand on pense à une réforme qui est une réforme de ce type, telle que la propose par exemple M. Ferrand, il faut savoir aussi que dans un régime qui a tendance à s'hyper-présidentialiser, comment on va compenser cette hyper-présidentialisation? C'est un vrai sujet. Et on le voit bien aujourd'hui, notamment avec l'absence de majorité pour Emmanuel Macron, qui est très souvent soupçonné de faire un usage des institutions de la Ve République qui irait à l'encontre, par exemple, des droits du Parlement. On l'a vécu lors de la réforme des retraites. Mathilde Hedgeman-Patin ? Pour poursuivre votre propos, sur la question de l'équilibre des pouvoirs, la question n'est pas forcément est-ce qu'il faut 5 ou 7, mais faut-il vraiment que le mandat des parlementaires, en tout cas des députés, soit la même durée et au même moment. Ah oui. Et en fait, finalement, quand vous parlez de l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est ça, parce que on a un président qui vient d'être élu et qui fait campagne pour avoir une majorité, et après, tout fonctionne... Je rappelle que c'était l'objet de cette réforme, mais puisque c'était pour lutter contre les cohabitations systématiques qui s'étaient mises en place depuis que les Français avaient découvert l'alternance. C'était l'objet de la réforme qui, aujourd'hui, est critiquée par un certain nombre, justement, en disant on confond toutes les élections, on n'élit plus des parlementaires, on élit des parlementaires pour le président, on élit une majorité pour le président. On a vu que ça ne fonctionnait pas forcément et que là, pour la première fois, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que Emmanuel Macron, d'ailleurs, en disant qu'il était favorable à un mandat de 7 ans, a ajouté avec une respiration au milieu et des élections législatives, comme aux États-Unis, il y a des élections à mi-mandat. On a l'impression qu'à chaque fois, au fond, on est entraîné... peut-être malgré nous, vers un système à l'américaine, 5 ans, non renouvelable, et puis bientôt, avec des élections au milieu, ce sera le régime américain. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne va rien se passer jusqu'en 2027. Bien sûr. Donc, pour la raison qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle d'ici à 2027. Donc, les idées émises par le président de la République ne trouveront pas de traduction concrète. Pourquoi pensez-vous qu'il n'y aura pas de réforme institutionnelle? Parce que pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, il faut soit l'accord de 3/5 de tous les parlementaires, soit un référendum, et il me semble que ni l'un ni l'autre ne sont à l'ordre du jour. Donc il n'y aura pas de révision constitutionnelle pendant les 10 années des 2 quinquennats Macron, il n'y aura pas eu de réforme constitutionnelle. Ce sera un fait. Je voudrais simplement dire, pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le non-renouvellement des mandats, il y a une soupape dans notre ordre juridique qu'on ne trouve pas dans les autres.
c'est qui consiste à dire que on ne peut pas exercer, nul ne peut exercer 2 mandats de 5 ans consécutifs. Ça veut dire que une même personne peut se représenter après qu'une transition est effectuée. Pas nécessairement de 5 ans. Une personne peut rester 6 mois, 1 an président de la République, et ensuite, l'ancien président peut se représenter. Vous imaginez que ça pourrait s'organiser de cette manière-là ? Ça peut juridiquement s'organiser de cette manière. Donc c'est quand même une soupape très très importante. Oui, c'est Medvedev en Russie. Voilà. Et par ailleurs, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mathilde il y a un instant. Le problème, c'est pas tant la durée, parce qu'on peut tous et toutes avoir des opinions sur cette durée, et elles sont toutes aussi justifiées les unes que les autres, ces opinions-là. Ce qui importe, c'est d'organiser les pouvoirs entre eux, de les imbriquer, de façon à ce que la séparation des pouvoirs en sorte améliorée. Or, ce qui s'est passé en 2000, lorsque le mandat du président de la République a été ramené de 7 à 5 ans, c'est que le mandat parlementaire, lui, est resté à 5 ans. Et on n'a pas pensé comment les checks and balances pouvaient s'organiser dans ce cadre-là. Et peut-être que la situation maintenant est en réalité pire du point de vue de l'équilibre des pouvoirs qu'avant, parce qu'il faudrait absolument décorréler, comme le suggère le président de la République sans le faire, le mandat du président de la République, qui est normalement un arbitre, et le mandat des parlementaires qui sont chargés de légiférer. Pierre Steinmetz. Oui, pour rappeler tout le monde à la modestie, je rappelle que tout le monde, sauf Barre, était favorable au mandat de 5 ans. Tout le monde était favorable à la coïncidence des élections législatives et parlementaires. Donc, on brûle allègrement ce qu'on... Et tout le monde était d'accord pour qu'on déplace les élections législatives après l'élection présidentielle. Parce qu'on avait l'expérience de la cohabitation, et pour en avoir vécu quelques-unes, je peux vous dire que ce n'est pas un bon système. Ça, j'en suis tout à fait persuadé. Oui. Donc, en fait, toute cette réforme s'est faite pour abolir, pour ainsi dire, la cohabitation. Mais la respiration démocratique, on a un système institutionnel qui est quand même extrêmement large. Hein. Le président de la République peut remanier son gouvernement. Il peut changer de Premier ministre. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut organiser un référendum. Ça fait une palette extrême. Et très, très, très clairement, le référendum de 1969, c'était l'équivalent du 49-3 d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai une politique, est-ce que vous voulez de moi ou pas ? Stop ou encore ? Pour l'élection présidentielle en 62, c'était la même question. C'était encore. En 69, c'était stop. C'est tout à fait démocratique. Oui, mais c'était la pratique du général de Gaulle, des institutions. Je dois dire qu'il y a eu un vice de forme après le référendum sur la Constitution européenne. Depuis 2005. Oui, là, il y a eu pour reprendre ce que disait Richard Ferrand dans la même interview du Figaro, il dit qu'on a beaucoup corseté notre vie politique et il ajoutait l'expression de la volonté populaire. Mais il citait la loi sur le non-cumul des mandats aussi, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être maire, député ou sénateur, président du conseil départemental, président du conseil régional. On pouvait être tout ça autrefois, on pouvait même être ministre en plus. Aujourd'hui, c'est devenu impossible et dit-il, ça a affaibli notre vie politique en qualité. Est-ce que c'était... Non, vous me dites non. C'est son opinion à lui, mais moi, comme citoyen, je ne trouve pas du tout que ça l'ait affaibli. Je trouve que je trouve préférable, comme citoyen, d'avoir des parlementaires qui sont parlementaires, ce qui n'empêche pas d'exercer un mandat local, pas du tout. Un parlementaire peut parfaitement avoir un mandat local, mais pas un mandat exécutif. Et c'est quand même normal qu'on soit député ou sénateur ou sénatrice et qu'en même temps, on ne soit pas maire ou président du conseil départemental, président de conseil régional. C'est une limitation limitée, si j'ose dire, qui n'empêche pas d'être ancré dans le réel, de venir à des émissions de télévision, d'aller faire le marché, d'aller faire ses courses, de rencontrer des citoyens et des citoyennes. On n'a pas besoin d'être maire, président de conseil général départemental ou régional pour connaître les réalités du terrain, comme on dit. Donc la réforme de 2014, que Richard Ferrand a votée encore une fois comme député socialiste, est excellente. Et j'espère bien qu'elle sera maintenue de toute façon. Et sa mise en cause n'est pas à l'ordre du jour sous ce quinquennat. Guillaume Bernard.
Écoutez, je voudrais revenir un tout petit instant, si vous permettez, sur la question de la cohabitation et du quinquennat. Oui. Et c'est promis, je répondrai à votre question sur le cumul des mandats. Je dois avouer que je suis un peu étonné par le fait que l'on avalise ici le fait que le quinquennat avait pour objectif et qu'il aurait réussi d'empêcher les cohabitations. Il me semble tout de même que la grande coalition macronienne qui, sur le modèle allemand de l'alliance CDU-SPD, eh bien, a d'une certaine manière institutionnalisé la cohabitation et ne l'a en aucune manière véritablement empêchée. Et puis je me permettrai de rappeler que le quinquennat, avant même les cohabitations de 86, 93 et 97, le quinquennat avait été voté en termes identiques par les deux assemblées en 1973, et ce n'est que la maladie et la mort du président Pompidou qui a empêché que soit le Congrès, soit le référendum ne soient réunis pour pouvoir avaliser le quinquennat. Donc depuis très longtemps, on avait pensé au quinquennat avant bien même la cohabitation, et c'était évidemment dans le but de, disons les choses, rendre le régime semi-présidentiel, selon l'expression de Duverger, véritablement ou quasiment véritablement présidentiel, même si par ailleurs, évidemment, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Alors pour ce qui est du cumul des mandats, moi je crois qu'effectivement, c'est une mesure qui, à la fois, est supposé faire respecter la distinction entre les fonctions exécutives et les fonctions législatrices. Pour autant, évidemment, on a un personnel politique qui est coupé des réalités, qui est coupé de la base, qui est coupé, je dirais, des circonscriptions dans lesquelles ils sont censés représenter, ou du moins dans lesquelles ils sont supposés être élus. Alors, il est bien évident qu'un homme politique qui cumulerait trop de mandats n'aurait objectivement pas la capacité de remplir avec efficacité, avec professionnalisme ces différents mandats, mais pour autant le fait d'empêcher certains mandats cumulés, eh bien, il me semble que cela conduit à avoir différents étages dans les institutions, des institutions territoriales d'un côté et des institutions nationales de l'autre, et sans que la communication entre les deux ne puisse véritablement bien se faire. Arnaud Benedetti. Moi, il me semble quand même que la défiance vis-à-vis de la classe politique, des dirigeants, a commencé il y a très longtemps, et qu'il y avait le cumul des mandats, et que depuis 30 ans, quand on regarde encore une fois le niveau de participation électorale, quand on regarde les différentes enquêtes d'opinion, je pense au baromètre maintenant annuel du Cevipof, on voit que cette défiance s'est inscrite dans la durée depuis presque 30 ans. Mais pour en revenir à la question du cumul des mandats, c'est que le cumul des mandats a été très longtemps légitimé dans un système qui était centralisé. C'est-à-dire, avant la décentralisation, on avait coutume de dire, finalement, pourquoi on légitime le cumul des mandats ? Parce que, tout simplement, il faut que le maire soit député pour, d'une certaine manière, avoir accès aux échelons de l'État qui lui permettront, à un moment donné, d'obtenir un certain nombre, j'allais dire, de moyens pour sa collectivité. C'était pour avoir plus de poids. C'était ainsi, c'était avoir plus de poids. C'est vrai qu'avec la décentralisation, les choses ont un peu quand même changé. La réalité, c'est qu'il y a aussi un besoin qui s'est exprimé dans l'opinion d'avoir un renouvellement du personnel politique, et que la figure de ces grands notables qui pouvaient cumuler parfois, à une époque, ils pouvaient être président d'un conseil régional, maire d'une grande ville, ministre et président de l'Assemblée nationale. Je ne citerai personne, mais on en a connu quelques-uns. Cette époque est totalement révolue. Et ensuite, il faut faire aussi une petite comparaison avec ce qui se fait à l'international. Dans la plupart des grandes démocraties, il n'y a pas de cumul. On ne cumule pas à la fois une fonction exécutive sur le plan local et une fonction parlementaire. Il n'y a pas de député maire de Rome, il n'y a pas de député maire de Barcelone. Donc le fonctionnement, j'allais dire presque normal des démocraties libérales, c'est plutôt la règle du non-cumul. Tout à fait. Et oui, je vous en prie, Pierre. Non, c'est... D'abord, il y a les éléments matériels qu'on peut écarter tout de suite. La capacité à exercer plusieurs mandats, c'est affaire de personnes et d'organisation.
Il y en a qui sont incapables d'être maire d'une commune de 36 habitants, et il y en a qui sont capables de faire beaucoup de choses en même temps. Le deuxième c'est vrai que point, c'était un des arguments, on disait que c'était chronophage. oui, bien sûr, mais c'est vrai. Mais il y a des gens qui s'en accommodent très bien, et d'autres pas du tout. Ensuite, le cumul des mandats, et soyons matériels, c'était aussi une assurance en cas de perte d'un mandat de continuer à subsister. Ça, c'est vu par le petit côté de la lorgnette, mais ça existe. Plus important, c'est que en système décentralisé, les grands élus qui cumulent les pouvoirs sont aussi ceux qui mettaient de l'ordre dans le foutoir institutionnel. C'est-à-dire qu'un grand élu était capable, à l'intérieur de ses amis politiques, et de faire avancer les projets en faisant taire tel maire ou faire telle conciliation. Et ça, c'était un avantage considérable. L'inconvénient du point de vue de l'intérêt national, c'est que comme la source de leur pouvoir était locale, quand ils étaient aussi à Paris dans des fonctions exécutives, ils n'étaient pas ministres de la République, ils étaient représentants de leur région au gouvernement. Bon, on n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas encore trouvé la solution. Parce que le non-cumul de mandats fait que les grands élus sont partis. Ils sont partis à Lyon, ils sont partis à Toulouse, ils sont partis à Lille, comme toujours. Ils ne sont plus au gouvernement, mais ils continuent à faire la politique nationale. Donc, je n'ai pas de solution. Je constate simplement un état un changement un changement profond, dans le rapport de force. Mais quand Richard Ferrand dit que ça affaiblit notre vie politique, enfin la qualité de notre vie politique, on voit bien ce qu'il sous-entend. C'est ce qui a été dit souvent d'ailleurs, c'est qu'au fond, on était contre la professionnalisation de la vie politique, et on s'est dit tous ces gens qui restent en place indéfiniment, qui ont énormément de mandats, qui vivent de ça, il faut qu'il y ait du renouvellement, de la transition démocratique, de la respiration démocratique. Et aujourd'hui, certains s'en plaignent en disant mais le niveau a baissé. On recrute plus les meilleurs, etc., etc. On l'entend souvent. Alors, est-ce que ce serait dû, c'est ce que laisse sous-entendre Richard Ferrand, est-ce que ce serait dû au non-cumul des mandats, au fait que, en plus, on pourrait ajouter la transparence qui est demandée sur le patrimoine, sur la fortune, etc., etc. Toutes ces formes qui peuvent effectivement dissuader un certain nombre de gens d'entrer en politique. En fait, j'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai du mal à la comprendre. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que la baisse de qualité? Qu'est-ce qui est moins bien fait? C'est ce que j'ai fait que citait Richard Ferrand. Oui, non, mais je sais pas à votre endroit. C'est vraiment qu'est-ce qui est moins bien fait? Est-ce que c'est parce que quand les nouveaux députés sont arrivés à l'Assemblée, ils n'avaient pas les us et coutumes, et c'est probablement et même très certainement vrai. Comme à chaque fois, j'imagine qu'un nouveau député arrive à l'Assemblée de tout temps. Et donc, peut-être que ça s'est fait d'une façon un peu brutale, avec beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient pas le fonctionnement. Je fais des conjectures parce que je n'y étais pas. Mais c'est aussi une question de personnes. Et après, en combien de temps on apprend? Et puis, qu'est-ce qu'est un bon député, en fait? Est-ce que c'est bien maîtriser les us et coutumes ou pas? J'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est extrêmement compliqué de voir quels sont les critères à prendre en compte pour considérer qu'il y a une bonne qualité de la représentation. Pierre Steinmetz ? On a eu, il y a 6 ans, un renouvellement considérable avec un grand vent de dégagisme. On a vu arriver beaucoup de députés. Effectivement, ils ne connaissaient rien. Ce n'est pas simplement une question d'us et de coutume. C'est une question de connaissance des dossiers et puis d'être capable d'exercer le métier. Et on a vu, il y en a qui ont appris très vite, il y en a qui n'ont pas appris du tout. C'est une question de personne. Et donc, c'est des questions et vous pouvez... Oui. Arnaud, pardon. Non, mais on a, par exemple, des exemples historiques qui sont très intéressants. Je me souviens de la cuvée des nouveaux députés élus en 1981, les députés socialistes qui avaient été très critiqués, mais qui, pour la plupart, à la différence des députés, notamment je pense aux députés par Renaissance, mais En Marche, élus en 2017, la plupart avaient eu quand même une expérience locale. Ça, c'est vrai. Ils avaient des mandats locaux de conseillers généraux, de maires, etc., etc. Là, on a eu une génération qui a surgi soudainement à l'Assemblée nationale sans finalement connaître la vie politique
de l'intérieur, y compris la vie locale. C'est ce qui fait vraisemblablement la différence, le contraste entre des députés qui étaient finalement des militants, pour la plupart, qui avaient, j'allais dire, blanchi sous le harnais de mandats électoraux divers et variés, et une nouvelle génération, j'allais dire presque spontanée, qui surgit dans le sillage d'Emmanuel Macron, d'où vraisemblablement ce sentiment qu'il y aurait une déperdition de la qualité politique, qui est d'ailleurs, là aussi, quand on regarde, noté dans les études d'opinion. Hein. On a des indicateurs qui montrent très bien que les Français considèrent aujourd'hui que le personnel politique n'est plus tout à fait le même que celui qu'ils avaient il y a 15 ou 20 ans. Paul Cassias ? Il faut quand même rappeler que la politique, ce n'est pas un métier. Et que, par conséquent, que des amateurs ou des amatrices, des novices, entrent dans une assemblée, qu'elle soit nationale ou locale, ça n'a rien de choquant. C'est parfaitement normal, c'est sain et c'est bienvenu. Et donc, c'est très bien qu'il puisse y avoir ce renouvellement à travers le non-cumul des mandats, étant entendu que, j'y insiste, ce n'est pas un non-cumul strict. C'est un non-cumul entre la fonction de parlementaire et la fonction d'exécutif local. On ne peut pas être un des 36 000 maires ou président de conseil départemental, président de conseil régional. Donc c'est très limité comme limitation. Et je ne sais pas comment déterminer si la qualité de la vie politique a été améliorée ou affaiblie par la réforme. Je constate seulement qu'elle permet un renouvellement C'est le but. Oui. Elle permet à des personnes d'avoir des mandats qu'elles n'auraient pas eu autrement si le cumul a été maintenu. De ce point de vue-là, ça me semble être une très très bonne réforme. Dans les arguments en faveur du non-cumul des mandats, il y avait aussi les conflits d'intérêts, justement. Absolument. Qui pouvaient naître du fait qu'on était maire d'une ville et en même temps député ou président du conseil général. Juste un petit élément pour terminer sur ce point de vue, sur cette idée. Je ne suis pas sûr que le gros renouvellement de 2017 soit uniquement dû à la question du non-cumul des mandats. Il faut aussi remettre en perspective le fait de l'arrivée d'Emmanuel Macron à cette candidature et de la création d'un nouveau parti politique qui est aussi spécifique à 2017 et qui doit se détacher en partie de la question de l'interdiction du cumul des mandats. Guillaume Bernard ? Oui, un mot, c'est-à-dire que nos députés sont supposés, selon la théorie qui est en place dans le régime actuel, être élus dans une circonscription, mais être les représentants de la nation. Et je crois qu'il y a là une distorsion avec ce que pensent les électeurs qui est dommageable. Je suis persuadé que les électeurs considèrent que lorsqu'ils ont élu un député dans une circonscription, dans leur circonscription, ils ont élu quelqu'un pour les représenter eux. Et donc je crois que ça explique le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi leur maire ne pourrait pas être en même temps le député de la circonscription. Mais c'est vrai que c'est une différence importante et il faut rappeler pourquoi, Guillaume Bernard. Pourquoi est-ce qu'un député, c'est le représentant de la nation et ce n'est pas le représentant, en fait, uniquement de ses électeurs ? Eh bien, parce qu'en fait, notre système repose sur l'idée que c'est la nation en tant que corps social, corps politique, qui va exprimer une volonté. Et par conséquent, puisqu'on ne pourrait pas consulter sans arrêt sur tous les sujets tous les électeurs, tous les citoyens, il faut une représentation en miniature du corps social qu'est la nation. Donc ce sont les élus qui vont exercer la volonté, qui vont exprimer, qui vont déterminer la volonté générale. Donc les élus ne sont pas les représentants des différentes circonscriptions, mais ils sont supposés être l'incarnation du corps social dans sa globalité. Arnaud Benedetti. Non, mais le débat, si vous voulez, autour de la réforme institutionnelle est tout à fait, j'allais dire, symptomatique de la vie politique française. C'est que très souvent, quand on rencontre des difficultés, on pense que la réforme institutionnelle va être le moyen de sortir de la crise. C'est pour ça qu'on a changé souvent la Constitution. C'est un serpent de mer de la vie politique française presque depuis 2 siècles, d'où le fait qu'on a eu des modifications constitutionnelles, des changements de république multiples et variés. Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que s'il y a une crise de confiance, et
même une crise démocratique, c'est que les Français doutent de l'efficience des politiques. C'est qu'ils considèrent que les politiques, les dirigeants ne maîtrisent plus d'une certaine manière les événements, ils ne maîtrisent plus la situation et que les vraies décisions se prennent ailleurs. Ce qui explique l'abstention, ce qui explique la défiance. Et ce n'est vraisemblablement pas par une réforme, une énième réforme constitutionnelle, aussi louable soit-elle, que l'on va retisser le lien de confiance entre le corps social et le corps politique. Le problème, il est d'abord fondamentalement politique. Alors, évidemment, il y a certainement des pistes d'amélioration, de fluidité à donner dans le fonctionnement de nos institutions, pas forcément d'ailleurs celles qui sont aujourd'hui esquissées par M. Ferrand, il me semble, mais ce n'est pas là, en tout cas, le problème essentiel. Je ne crois pas que le problème institutionnel soit le problème politique majeur aujourd'hui de la société française. Mais alors, forcément, on se demande quel est le problème, parce que vous avez raison, c'est certainement une facilité d'esprit que de se dire il suffirait de changer les institutions ou il suffirait de revenir à autrefois quand les hommes politiques étaient formidables et que maintenant ils seraient devenus médiocres. Mais tout le monde cherche quelque chose, puisque pourquoi ce serait inéluctable que tout à coup les Français n'aient plus confiance ou ne se sentent plus représentés par leurs représentants. Bien. Je crois que Benedetti a raison en disant on ne peut pas espérer trouver la solution dans le changement institutionnel. Mais les institutions, c'est la boîte à outils des politiques. C'est là où ils auront la truelle, la scie, le tire-bouchon. Et donc, on ne peut pas faire une bonne politique si on n'a pas une bonne boîte à outils. Et donc, la difficulté, c'est de trouver quelle est la bonne boîte à outils correspondant à l'époque d'aujourd'hui. Si je peux encore dire un mot sur le renouvellement du personnel politique, on a deux grandes catégories de renouvellement. On a eu le dégagisme, depuis Poujade, 1958 jusqu'à Macron, et puis on a l'effet extraordinaire qui a été la parité aux élections proportionnelles, qui a alors là introduit un changement considérable. Beaucoup plus que le non-cumul des mandats. Mathilde Esman-Pétain ? C'est de la même manière, on n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, mais c'est vrai que je suis d'accord sur le fait qu'on a tendance à vouloir réformer dès qu'il y a un problème politique et que ce n'est pas forcément la bonne solution puisque ça dépend de la conjoncture politique et que celle-ci est amenée à changer régulièrement. Paul Cassia ? Alors, les deux éléments qu'on a abordés ce soir, le mandat du président de la République qui n'est pas renouvelable, qui n'est renouvelable qu'une fois, et le cumul du mandat parlementaire et local, ce sont deux sujets sur lesquels je trouve qu'il ne faut pas avoir de modification. Ce sont deux bonnes réformes. On peut quand même se féliciter, je crois, d'avoir eu quelques bonnes réformes. Le vrai sujet d'aujourd'hui, ce qui, me semble-t-il, pêche sous la Ve République en 2023, c'est l'excès de présidentialisation. C'est le fait que les pouvoirs, on l'a bien vu avec la réforme des retraites, sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Et même si cette personne n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de contre-pouvoirs, je ne parle pas ici sous le contrôle de Pierre Steinmetz, puisqu'il a été au Conseil constitutionnel, mais les contre-pouvoirs sont insuffisants, ne permettent pas de contrebalancer la toute-puissance de l'exécutif qui, pour le coup, est complètement décalée par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui en termes de renouvellement et en termes de lutte contre les conflits d'intérêts. Alors, Paul Cassia nous a dit où est le problème, à son avis. Guillaume Bernard, il est où le problème, à votre avis, vous ? Eh bien, pour moi, je pense que nos débats démontrent une chose, c'est que les institutions qui sont nées de la pratique, les institutions coutumières, celles qui sont issues de la vie réelle du corps social, me semblent être éminemment plus efficaces et plus pérennes que celles qui sont plaquées depuis le haut sur le pays. Le fait d'imposer, de concevoir une constitution de manière rationaliste pour ensuite voir si elle fonctionne, ça me paraît bien moins efficace que le fait de faire confiance à la vie sociale du pays et des institutions coutumières telles que l'ancienne France en connaissait ou telles que l'Angleterre en connaisse, me paraissent être beaucoup plus efficaces.
Pierre Steinmetz. Oui, non, simplement pour dire qu'un président tout-puissant, on a vu comment il a imposé la réforme des retraites. Il a quand même mis un 5 quinquennats sans pouvoir la faire, et le second, ça a tangué très fort. Je crois que les contre-pouvoirs, ils sont partout. Ils sont dans la presse, ils sont dans les syndicats, ils sont dans l'opinion, ils sont dans les réseaux sociaux. Je vous assure, entre le pouvoir de faire et le pouvoir d'empêcher, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'empêcher qui est le plus important. Ah, c'est inexact. Et où serait le problème d'après vous ? Je pense que le problème fondamental, je rejoins un peu ce que disait Benedetti, c'est qu'on est dans une société qui est tellement fracturée que il y a un individualisme absolument affolant, une perte totale du sens de l'intérêt général, une perte totale de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts spécifiques, qui sont légitimes, tout à fait, mais qui ne sont que particuliers. Et une incapacité à rassembler les Français sur quelques principes communs. Vraiment, c'est ça le sujet d'inquiétude. Arnaud Benedetti, oui, alors il y a aussi ce qui s'est quand même largement développé, là aussi, dans une grande partie du corps social, il y a un sentiment de dépossession. De dépossession de son expression, de dépossession de sa maîtrise, finalement, sur les événements. Je vais prendre quand même un élément qui est très important, et vous l'aviez tout à l'heure cité, c'est 2005. Le référendum de 2005 constitue, à mon sens, une rupture très importante dans la perception que les Français se font de leur vote. On dit les Français ne votent plus. Mais quand même, 2005, il ne faut pas oublier, vous avez 55% des Français qui disent non, alors à tort ou à raison, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question, à un projet de traité constitutionnel européen. Et la réalité, c'est que quelques années plus tard, d'une autre manière, avec une autre méthode, 80% de ce traité est réintroduit. Donc, il y a là quand même quelque part un hiatus qui se crée inévitablement entre la perception que se font les Français de leur rôle de citoyen et la façon dont le pouvoir va, à un moment donné, orchestrer la décision, va produire la décision. Et je pense que cette crise est une crise, en effet, profonde de confiance, une crise démocratique profonde, qui fait encore une fois qu'on n'a pas les outils aujourd'hui, peut-être, à notre disposition pour la résoudre, mais qu'elle est latente, qu'elle est continue, qu'elle est soutenue, et que manifestement, pour l'instant, on se heurte à un vrai sujet. Dernier sujet, juste un dernier point. Non, plus le temps. Très vite. Dans cette même continuité, et le pouvoir aujourd'hui cherche à redonner confiance aux électeurs, mais en faisant des choses qui ne marchent pas. Une convention citoyenne qui fait pchit, des conventions à droite, à gauche, on veut des grands débats pour donner l'impression de donner la parole aux citoyens, et les citoyens se disent qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, je vous remercie tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un prochain numéro, demain, dimanche, 22h, les visiteurs du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.